On est en 1988 et le Japon est considéré comme un des pays les plus sûrs du monde, là où les règles sociales sont strictes et où la vie suit un ordre presque immuable. Et pourtant, derrière cette façade d'harmonie, un drame effroyable est sur le point de survenir. Un crime qui va profondément bouleverser le pays. Junko Furuta, une jeune japonaise de 17 ans au moment des faits, une jeune fille comme tant d'autres, pleine de rêves et d'espoir, mais son destin a basculé dans l'horreur. Ce que Junko a subi dépasse l'entendement. Et pourtant, ce crime est survenu dans une société où l'ordre semblait des plus absolus. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'une des histoires les plus horribles qui soit jamais arrivée au Japon. Et surtout, je pense, l'une des histoires les plus horribles qui puisse jamais arriver à qui que ce soit. Dites-vous que cette histoire est tellement horrible qu'un film et un manga en ont été inspirés, mais en ont été quand même un peu simplifiés, dans le sens où toutes les horreurs qui se sont passées dans le réel n'ont pas été retranscrites dans le fictif. Et on se servira de ce film et de ce manga comme support pour cette vidéo parce que mettre les vraies images aurait été un peu trop compliqué. Donc bienvenue à tous dans ce deuxième True Crime japonais. Éteignez les lumières, vous êtes prêts? C'est parti. Pour bien comprendre le drame qui est arrivé à Junko Furuta, il faut déjà se plonger dans son quotidien d'une jeune fille des années 1980 au Japon. Un quotidien ancré dans la société de son époque. Junko est née en 1971 dans la ville de Misato, qui est située dans la grande région de Tokyo. Et Misato, à cette époque, c'est une banlieue calme, plutôt résidentielle, où la vie s'organisait autour du travail et de la famille. Elle vivait avec ses parents dans un appartement plutôt modeste. Son père travaillait dans une usine et sa mère s'occupait du foyer. La famille était unie, mais comme beaucoup de foyers japonais, l'expression des émotions restait souvent sur la retenue. Et Junko était fille unique, donc pas de frères et sœurs avec qui en parler. Et dans une culture où la réussite scolaire est primordiale, ses parents avaient des attentes très fortes, mais aussi beaucoup d'espoir sur elle. Dans le Japon des années 80, la pression sociale et la pression scolaire sur les jeunes étaient immenses. Le système éducatif était très exigeant, la compétition pour entrer dans les bonnes écoles était rude, et Junko, comme beaucoup d'adolescents, devait jongler entre les devoirs, les attentes familiales, et surtout ses propres envies. Mais malgré la pression, Junko était vraiment heureuse dans sa vie, heureuse dans son lycée. Elle était connue pour être très studieuse et surtout très polie. Et surtout, le Japon des années 1990 est un Japon en plein essor économique, en plein boom social, ce qui a fait que le pays était devenu très riche. Mais derrière les apparences d'une société japonaise développée, on a une société japonaise très codifiée. Les normes sociales y étaient vraiment très strictes, le respect des aînés, les devoirs envers la famille, et surtout la retenue des expressions et des sentiments. Parce que exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce que l'on veut, ça peut être jugé comme un signe d'immaturité ou de faiblesse. Cette rigidité culturelle façonnait profondément les relations humaines, et dans ce cadre-là, Junko, comme beaucoup de jeunes, devait apprendre à naviguer entre conditionnement social et aspiration personnelle. Et cette vie des plus ordinaires et banales va être brusquement arrêtée. Et pour comprendre comment un drame aussi horrible que celui que Junko a vécu a pu se produire, c'est important et essentiel surtout de revenir aux racines de ceux qui l'ont commis. Parce que les auteurs de ce crime ne sont pas des monstres innommables. Non, c'est des jeunes hommes qui sont profondément ancrés dans leur époque et surtout dans une société japonaise qui les a marqués. Un parcours personnel troublé et difficile. Le Japon des années 80, malgré son image de société rigoureuse et ordonnée, comptait aussi son lot de laissés pour compte. Et dans les banlieues, souvent à l'abri des regards, certains jeunes vivaient des situations familiales vraiment très compliquées. Et on va prendre l'exemple de Hiroshi Miyano, le principal responsable de ce qu'a subi Junko. Il est né dans une famille où la violence domestique et l'alcoolisme étaient monnaie courante. Très jeune, il a grandi dans un cadre d'instabilité et d'insécurité affective, et sa scolarité a été quand même assez chaotique, marquée par des prises de tête assez récurrentes avec les enseignants ou même les camarades de classe. Yasushi Watanabe, un autre membre du groupe, n'a pas vraiment connu un meilleur cadre. Sa famille était éclatée, son père était absent, sa mère était débordée, et le manque d'encadrement dans sa vie, que ce soit personnelle ou même scolaire, l'a précipité à être rejeté complètement de l'école déjà, et de la société en suivant. Il s'est rapidement tourné vers les groupes marginaux où il a trouvé un sentiment d'appartenance, même s'il reposait sur la violence et la délinquance. Mais il y avait aussi Joe Kamisaku et Minato Nobuharu, sur lesquels j'ai pu trouver que peu d'informations.
Leur rencontre était vraiment inévitable, ces 4 jeunes hommes qui ont été issus d'un milieu très similaire, qui ont partagé les mêmes frustrations et rancunes. Ensemble, ils formaient un groupe soudé autour d'une idée commune, le fait que la société les a rejetés. Un intérêt commun à aller contre les normes sociétales. Mais ce qui choque le plus dans cette affaire-là, c'est leur absence totale d'empathie et de conscience morale. Ils en ont eu aucune. Ils ont fait preuve d'une violence, que ce soit physique ou psychologique, outre mesure, et la plonge dans leur passé, c'est pas pour justifier de leur acte. Là, au contraire, c'est pour vraiment permettre de mettre en avant les faits d'un système sociétal qui peut pousser des gens à l'extrême. Parce que dans un Japon aussi codifié, ils se sont enfermés dans des cercles vicieux d'isolement, de violence et d'une perte totale de repères et de connexion avec le monde des humains, limite. Et c'est pour ça que le 25 novembre 1988, alors que Junko Furuta rentrait chez elle après une journée ordinaire, sa vie a basculé. Elle a été enlevée dans un quartier résidentiel de Misato, un lieu que beaucoup considéraient comme sûr et paisible. L'enlèvement a été rapide et brutal. Junko a été interceptée par 2 jeunes hommes, Hiroshi Miyano et Shinji Minato, pendant qu'elle était à vélo. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Tout simplement, ils étaient venus ici pour une raison très simple et précise, dans le but d'enlever et de violer une jeune fille. À 20h30 précise, ils aperçoivent Junko. Minato, sous les ordres de Miyano, fait tomber la jeune fille qu'ils avaient repérée de son vélo et s'enfuit, en laissant son ami lui porter assistance, en prétendant passer par hasard et lui proposer de la raccompagner jusqu'à chez elle. Junko accepte, mais Miyano l'amène dans un entrepôt et la viole. Et après ça, il va l'emmener à l'hôtel, la violer une seconde fois, puis téléphoner à ses amis. Vers 3h du matin, ils partent au parc avec elle, où les 3 autres garçons les rejoignent. Ils cherchent les papiers de la jeune fille, trouvent son adresse et l'effraient en lui disant que si elle essaie de s'échapper, ils enverront des yakuza tuer toute sa famille. Finalement, ils s'installent à Ayase, quartier d'Adachi, dans la maison des parents de Minato. Cette maison est littéralement devenue sa prison pendant plus d'1 mois. Et vous vous en doutez, les parents de Junko ont déclaré sa disparition à la police, chose à laquelle les ravisseurs de Junko ont décidé de remédier en la faisant elle-même appeler ses parents pour leur faire croire qu'elle avait juste fugué. Et à ce moment-là, les recherches ont été abandonnées. Les conditions dans lesquelles elle était enfermée étaient juste inhumaines, elle était constamment surveillée, constamment battue, empêchée de même parler. Toutes les violences que vous pouvez imaginer, elle les a très certainement subies. À plusieurs reprises, elle va essayer de s'échapper, elle va supplier les parents de Minato de l'aider, mais au final, ils ont autant peur de leur propre fils qu'elle, et donc ils vont rien faire. Les agressions physiques étaient d'une brutalité extrême, des coups, des brûlures, des mutilations, des viols à répétition. Et il n'y a pas que les 4 garçons dont on a parlé. Leurs amis et leurs relations yakuza passaient pour s'en donner à cœur joie aussi. Et c'est aussi la violence psychologique qui va marquer le calvaire de Junko. Elle a été humiliée, menacée, privée de nourriture, dans un isolement total. Ses bourreaux faisaient preuve d'une cruauté méthodique, alternant entre violence et moments où ils prétendaient lui offrir un semblant de répit pour mieux la briser juste après. Honnêtement, je vais pas vous décrire toutes les horreurs qu'elle a subies, je vous laisserai faire vos propres recherches si vous en avez vraiment envie, mais je vous conseille d'être bien accrochés, parce qu'elles sont innommables. Certaines, c'est les pires choses que j'ai pu lire de ma vie jusqu'à présent. Donc si vous voulez faire les recherches, libre à vous, mais soyez prévenus. Parce que le pire, dans tout ce que vous pourrez lire, c'est surtout ce que je vais vous dire juste après. La police s'est déplacée à la maison où elle était enfermée. Ils y sont allés. Et ils sont repartis en souriant. Kiara, un ami de Minato, qui a été apparemment forcé de violer Junko, a raconté l'incident à son frère, qu'il a lui-même raconté à ses parents qui ont appelé la police immédiatement. La police s'est déplacée et Minato les a invités à rentrer. Et à ce moment-là, les policiers se sont dit une chose simple. Si on nous invite à rentrer, c'est qu'il se passe rien de grave. Et donc ils sont repartis. Ces 2 officiers seront bien évidemment renvoyés pour ne pas avoir suivi la procédure et contrôler l'intégralité de la maison après que tout soit découvert. Junko était tellement battue que toutes ses blessures étaient infectées et qu'ils ont perdu tout intérêt sexuel pour elle. Donc ils ont kidnappé une autre jeune fille de 19 ans pour la violer à son tour avant de la laisser partir. Et c'est finalement au bout de 44 jours de calvaire des plus inhumains que Junko Furuta
va succomber de ses blessures. Comme ils avaient peur d'être arrêtés pour meurtre, le groupe enveloppe le corps de Junko dans des couvertures et le transporte dans un sac de voyage. Après ça, ils le cachent dans un bidon qu'ils vont remplir de béton et qu'ils enterreront. Le 23 janvier 1989, Hiroshi Miyano et Joe Ogura sont arrêtés pour le viol collectif de la femme de 19 ans qu'ils avaient enlevée en décembre. Le 29 mars, 2 policiers se présentent pour les interroger parce que des sous-vêtements de femmes ont été retrouvés à leur adresse. Et pendant l'interrogatoire, un des 2 policiers fait croire à Miyano que la police est au courant qu'ils ont commis un meurtre. Et pensant que Joe avait avoué les crimes contre Junko, Miyano dit à la police où trouver le corps. La police a d'abord été plutôt intriguée par les aveux, parce qu'il faisait pas du tout référence à ça, il faisait référence à un autre meurtre d'une femme et de son fils de 7 ans, survenu 9 jours avant l'enlèvement de Junko Furuta. La police cherche et trouve le baril contenant le corps et finissent par identifier les empreintes de Junko. Et c'est le jour suivant, le 1er avril 1989, que Joe Ogura est arrêté pour le viol d'une autre personne, puis arrêté à nouveau pour le meurtre de Junko Furuta. Puis après ça, suit les arrestations de Yasushi Watanabe, Nobuharu Minato et le frère de Minato. À l'époque, la presse japonaise privilégiait souvent la discrétion sur les sujets sensibles, particulièrement ceux qui touchaient à la violence sexuelle et domestique. La priorité était donnée à la préservation de la vie privée et au respect des familles, et surtout à l'image d'une société stable et ordonnée. Et c'est pour ça que les journaux et les chaînes de télé ont abordé l'affaire avec beaucoup de retenue et de respect en évitant d'en dévoiler les détails les plus horribles. Parce qu'il faut comprendre que dans le Japon des années 80 et 90, la parole sur ces sujets était étouffée par des normes culturelles très puissantes, comme la honte, la peur du jugement social et le besoin de préserver l'harmonie. Mais petit à petit, cette affaire et d'autres, moins médiatisées également, mais tout autant tragiques, ont poussé la société japonaise à se confronter à ses propres failles. Sur le plan législatif, des réformes vraiment importantes ont été mises en place. Dès les années 1990, le gouvernement japonais a renforcé les lois sur la protection des mineurs en rendant plus sévères les peines pour les délits sexuels. Et surtout, le débat de la place des femmes dans la société a pris aussi un tournant plus marqué, avec une attention bien plus grande portée aux violences domestiques et sexuelles. Même si ces avancées restent insuffisantes aux yeux de beaucoup, elles représentent quand même un changement radical par rapport à l'époque où Junko a été victime. Aujourd'hui, oui, le Japon continue à faire face à des défis sur la protection des femmes et des mineurs, mais l'héritage de certaines de ces affaires ont laissé quand même une marque très poignante sur la nécessité d'une vigilance constante. Pour ce qui est du jugement, en juillet 1990, le tribunal de première instance condamne Hiroshi Miyano, le chef présumé du crime, à 17 ans de prison. Il va faire appel de sa sentence, mais le juge de la haute cour de Tokyo va lui rajouter 3 ans supplémentaires. Cette peine de 20 ans est la 2e plus élevée prononcée au Japon avant la prison à vie. Il avait 18 ans au moment du meurtre, et pour sa participation au crime, Joe Ogura fait 8 ans de prison juvénile avant d'être relâché en août 1999. À ce moment-là, il va changer de nom pour celui de Joe Kamisaku, et en juillet 2004, il est arrêté pour avoir agressé une connaissance à lui. Et il est condamné à 7 ans de prison pour le passage à tabac de cette personne. Sa mère a vandalisé et souillé la tombe de Junko Furuta, déclarant que cette dernière, je cite, avait ruiné la vie de son fils. Parce que lui, il n'a pas ruiné celle de Junko, peut-être. Et Minato Nobuharu, lui, a été condamné à une peine de 5 à 9 ans par le juge Ryuji Yanase en appel. L'affaire Junko Furuta a été un témoignage terrible des limites d'une société, mais aussi un rappel à la vigilance et à la compassion. En tout cas, cette histoire des plus horribles aura marqué le Japon de façon permanente et surtout insécurisé pas mal de familles à l'idée que le Japon est un pays des plus sûrs. Même si en effet ça reste le cas, le Japon reste très sûr, faut pas oublier que des affaires comme ça peuvent se dérouler partout. Même là où on se pense en sécurité, et souvent, surtout là où on se pense en sécurité. En tout cas, j'espère que ce 2e true crime japonais vous aura intéressé, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse me le dire avec le like, l'abonnement et la cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.